Je sais tes meurtres, la triste trajectoire de Viergould. C'est le 19 avril 1909 que s'achève, sur l'île du Diable en Guyane, la triste trajectoire de Viergould. Il a 56 ans. A priori, une mort banale, un événement courant qui constitue le quotidien de ce triste bagne. Qui pouvait croire que ce grand corps sec et voûté, ce visage émacié aux oreilles proéminentes et décollées, aux sourcils broussailleux, était celui d'un ancien séducteur de la jet-set de la fin du XIXe siècle, et qui, sportif accompli, fut même finaliste du 3e tournoi de Wimbledon. Si Viergould achève aussi tristement sa vie, c'est qu'entre-temps, il a défrayé la chronique judiciaire pour avoir tué, à Monaco, avec la complicité de son épouse, une riche héritière suédoise, Emma Levin. Son corps avait été retrouvé dans une malle sanglante appartenant aux deux époux. L'affaire déchaîne la passion dans la presse du monde entier. Elle refait surface en 2014 lorsqu'est publié le livre du docteur Léon Colline, Des hommes et des bagnes, aux éditions Libertalia. De 1906 à 1910, ce jeune docteur des troupes coloniales fut affecté au navire La Loire en qualité de médecin de bord. Léon Colline eut à cœur durant ces 4 années de photographier et recueillir le témoignage des condamnés dont il avait la charge. Durant la traversée sur la Loire, qui l'emmène vers la Guyane, Gould remet au médecin 3 petits cahiers d'écolier où, d'une écriture régulière, minutieuse, il a consigné les grandes étapes de sa vie et son crime. Ce manuscrit ne lève pas complètement le voile sur cette mystérieuse affaire. Que s'est-il passé vraiment dans cette villa Ménécini? Quelle part prennent respectivement le mari et la femme dans l'horrible besogne? Pourquoi cette fuite risquée et incohérente avec ses bagages sanglants? Mais il fournit l'étonnant portrait d'un rejeton d'une famille richissime, dont la vie va de Caribansilla. Le mystère Viergould. En 1879, l'Irlandais Vir Thomas Saint-Léger Gould est battu en 3-7 en finale de Wimbledon par le révérend britannique John Hartley et fait la une des journaux. Quelques mois plus tard, il participe au premier tournoi Open à Cheltenham, atteint la finale et perd de nouveau en 5-7 face au célèbre champion William Renshaw. Ces 2 défaites marquent le début de sa descente aux enfers. Outre le tennis, Viergould a pratiqué l'équitation, la boxe et la voile, toujours à un haut niveau de compétition. Cependant, il semble avoir connu très tôt aussi les excès de drogue et d'alcool. Dans son cahier d'écolier, Viergould déclare être né le 2 octobre 1853 à Clonmel en Irlande, en désignant ses parents par leur nom et ascendance. Il poursuit en affirmant « À mon grand regret, je l'ai perdu tous les deux quelques années après ma naissance ». La mort de sa mère survient alors qu'il a 17 ans. Celle de son père, peu avant la finale perdue de Wimbledon. La rumeur court d'ailleurs que la veille du match, il aurait été en état d'ébriété, et cela en relation avec la disparition de son père. Au procès, le professeur Alexandre Lacassagne a souligné que la mort de ses parents fut pour Viergould une perte qui contribua à le fragiliser tout au long de son existence. Il semble que la mort ne lui laisse pas de répit. Il est le plus jeune de 6 enfants et va voir disparaître, un à un, ses frères et sa sœur. Il raconte ainsi que son frère aîné qui vit en Australie est tué par le forçat évadé Ned Kelly. Son 2e frère, Ernest, est retrouvé mort sans raison apparente dans sa chambre d'hôtel. William meurt de la petite vérole. Frédéric ne survit pas à une infection contractée lors d'un accident. Sa sœur meurt à la suite d'une chute à cheval. Ces 2 premiers cahiers rassemblent ainsi une suite d'anecdotes sans hiérarchisation affective apparente. La difficulté à hiérarchiser ses sentiments est constante. Ainsi, lorsqu'il évoque la mort de sa sœur à la suite d'une chute de cheval, il écrit « J'avais entraîné moi-même le cheval de course qu'elle montait. Connaissant quelle difficulté il y avait à monter cet animal, je l'avais averti de ne pas agir ainsi. Mais elle m'avait supplié de lui permettre, de ne pas refuser. Le même jour, j'abîmais si malheureusement un nouveau cheval que je montais qu'il me fallut le vendre pour 10 livres. Triste journée. » Au final,
Ces cahiers font le récit d'une vie de riche oisif. À cette époque, je me conservais en bonne condition, montant à cheval, chassant à cheval, jouant aux raquettes, chassant à pied 2 fois par semaine avec ma meute de bassets. C'est bien là tout le drame de sa vie. Il est incapable d'imaginer autre chose que cette existence luxueuse et facile, et passera son temps à s'endetter pour maintenir son train de vie, puis à fuir devant ses dettes. L'étrange Marie-Rose Gould. C'est par le plus grand des hasards que Vire rencontre Marie-Rose Giraudin. Un jour, l'un de ses parents lui demande de payer une facture dans la boutique d'un couturier du quartier Bayswater de Londres. Cette boutique appartient à une Française, Marie Giraudin. Pas vraiment jolie, mais avec beaucoup de charme, elle a une ambition démesurée et tombe sous le charme de ce Gould, rejeton d'une illustre et riche famille irlandaise. Marie-Rose a déjà été mariée 2 fois. Elle a quitté son premier mari 1 semaine après le mariage, en emportant une partie de son argent. Puis elle a vécu comme couturière à Genève et à Londres. Devenue dame de compagnie d'une lady anglaise, elle a vécu avec elle en Inde, et c'est là qu'elle a rencontré son 2e mari, un Anglais. Elle l'épouse très vite puisque le premier a eu la bonne idée de mourir précocement. Quand elle rencontre Vere Gould, elle est de nouveau veuve, après 3 ans de mariage. Revenue à Londres, elle a dû vendre ses bijoux pour ouvrir son atelier de couture. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Vere ne fait pas partie de la branche aisée de sa famille et qu'il a depuis longtemps noyé sa fortune dans les bars et les lieux interlopes de la capitale anglaise. Toutefois, il se marie en 1891, laisse péricliter l'atelier de couture de Marie-Rose, déménage à Montréal en 1897 pour en ouvrir un autre, puis à Liverpool en 1903, où il gère une entreprise de blanchisserie. En 1907, lasse des revers de fortune, Marie Gould convainc son mari de monter au filet au casino de Monte-Carlo. Elle assure qu'elle a une méthode infaillible pour gagner aux tables de jeu. Ils emmènent leur nièce Isabelle, âgée de 17 ans, et utilisent leur titre de noblesse pour en mettre plein la vue et faire oublier qu'ils sont sans le sou. L'envoyé spécial du Petit Parisien décrit ainsi l'installation des Gould à Monaco. Monsieur et Madame Gould emménagèrent un mobilier des plus somptueux, qui leur attira la confiance des concierges comme des autres locataires de la maison. Du reste, toutes les personnes auxquelles je m'adresserai au cours de cette première enquête seront unanimes à reconnaître que les époux Gould étaient de fort braves gens, aimables et de relations très courtoises. Au bout de quelques jours, Sir et Lady Gould font la connaissance au casino d'une riche Suédoise, Emma Levin, qui paye quelques-unes de leurs dettes de jeu. Joli point gagnant. Madame Levin est une dame de la haute société, réputée généreuse et intelligente, qui a adopté une petite fille issue d'une famille très pauvre de Suisse. Elle est veuve depuis 8 ans d'un courtier de Stockholm. Le secret de la villa Ménécini. Les 2 picassiettes ont une adversaire de fond de cour, Madame Castellazzi, une Suédoise qui vit elle aussi de la générosité de la veuve. Après une violente dispute publique entre parasites, Madame Levin décide de quitter Monaco pour faire oublier le scandale. Est-ce pour venir récupérer son argent avant son départ, ou invitée par Marie qui lorgne sur ses bijoux, qu'Emma Levin se rend le 4 août 1907 au domicile des Gould? Le mystère reste entier. Madame Castellazzi, ne voyant pas revenir son amie, porte plainte. Les policiers, aussitôt dépêchés, découvrent que les Gould ont quitté précipitamment leur hôtel, ne laissant derrière eux que leur nièce Isabelle, qui explique que M. Gould est parti voir un médecin à Marseille suite à une hémorragie subite. Des taches de sang sont retrouvées dans la suite des Gould, ainsi que des outils assez incongrus pour un séjour touristico-ludique. Une scie et un marteau, eux aussi maculés de sang. L'ombrelle de Madame Levin est également trouvée sur place. À la gare de Nice, ils sont repérés par un employé des chemins de fer qui s'étonne de l'odeur épouvantable qui s'épanche de l'une de leurs mallettes. Ils sont arrêtés à Marseille, dans un hôtel, alors qu'ils s'apprêtent à rejoindre Londres en compagnie des bijoux de Madame Levin. Une lourde malle est restée en consigne à la gare. Il s'en échappe une odeur désagréable et un liquide rosé sointe à un angle. Un employé de la gare prévient la police qui trouve dans la malle un cadavre démembré. Un tronc lardé de coups de couteau et dont on a ôté les viscères et les 2 jambes.
On retrouvera la tête et les bras dans un sac de voyage que les Gould avaient gardé sur eux. Épilogue, le procès. Le procès s'ouvre le 2 décembre 1907 au tribunal supérieur de la Principauté. La culpabilité des Gould semble acquise, évidente. Mais comment se répartit-elle entre Marie et Vere? C'est là que commence le mystère. La victime a-t-elle été attirée dans un guet-apens ou n'est-ce là qu'une discussion houleuse qui a mal tourné? La réponse ne sera probablement jamais connue. Marie est une femme dite de caractère. Elle n'est pas vraiment belle, mais n'est pas dépourvue de charme. Elle a un ascendant certain sur son mari. Celui-ci, dans sa descente éthylique progressive et glissant vers la dépression, se rattache à elle comme un matelot naufragé à sa bouée. C'est sans doute pourquoi il aura à cœur d'essayer d'endosser la responsabilité du meurtre durant le procès, décrivant même à l'audience ses difficultés à trancher la tête et les membres du cadavre, étant donné son état d'ivresse au moment des faits. Auparavant, il a vainement tenté de faire croire à l'intervention d'une mystérieuse personne au moment des faits. Personne qui serait la seule responsable du meurtre, lui n'ayant que légèrement assommé la victime lors d'une altercation verbale, l'inconnu l'ayant achevé lors d'un second passage et partiellement éviscéré. C'est cette version qu'il développe dans ses cahiers de mémoire. Marie-Rose est condamnée à la peine de mort et Vere Gould aux travaux forcés à perpétuité. Il est extrêmement rare que ce soit la femme qui soit plus lourdement punie que l'homme dans ce type de crime. La forte personnalité de Marie semble la désigner comme la meneuse ou même l'instigatrice du crime aux yeux des juges. À ses côtés, Gould apparaît falot, effacé, amoindri et sous l'emprise de sa femme. Toutefois, la peine de Marie-Rose sera commuée en travaux forcés à perpétuité. Il semble que le scénario retenu par le tribunal supérieur soit celui d'une dispute qui aurait mal tourné, avec un coup mortel porté par Gould dans un accès de colère, mais sans forcément avoir l'intention de tuer. Le mari et la femme, profitant de la situation, dérobèrent alors les bijoux de leur victime, puis, pris de panique, ils improvisèrent une fuite éperdue dont on connaît l'issue. C'est là sans doute le scénario le plus probable. Reste le mystère d'une partie des bijoux qui ne fut jamais retrouvée, et la part de responsabilité de l'un et de l'autre dans l'organisation du crime et du découpage même de la victime. Fin de match. Anecdote à retrouver sur le blog de pierremazet42.com.